C'est encore une fois Le Monde qui a sorti un article, la France accusée de décrochage démocratique et spoiler alerte, ça date pas de la dissolution. Donc la Fédération internationale pour les droits humains s'inquiète d'une restriction des libertés publiques. À l'heure où commence à s'écrire le bilan des 2 quinquennats d'Emmanuel Macron, le constat dressé par la Fédération internationale pour les droits humains, FIDH, est sévère. Dans un rapport intitulé France, démocratie en décrochage, étayé par de nombreux exemples et rendu public jeudi 25 septembre, l'organisation internationale alerte sur des atteintes de plus en plus fréquentes à l'état de droit. Ah bon? Depuis plusieurs années, la France connaît une dégradation profonde et structurelle de l'environnement dans lequel la société civile peut s'exprimer et agir, ainsi qu'une régression préoccupante des libertés publiques, en particulier s'agissant de la liberté d'association, ça c'est tous les trucs, le séparatisme, l'islamophobie, etc., et de la liberté de réunion pacifique, ça c'est les manifs, les trucs, etc. Note le rapport d'enquête signé par la Ligue des droits de l'homme et par l'Organisation mondiale contre la torture. Ok. L'Organisation mondiale contre la torture. C'est sympa de te voir là, mais j'aimerais. Ce serait plus rassurant de pas t'y voir, mais bah bienvenue. Bienvenue l'Organisation mondiale contre la torture. J'espère que tu vas bien. À en croire la FIDH, le pouvoir exécutif n'a cessé depuis 2017 de dénigrer les organes d'intermédiation de la société civile et de se doter d'instruments de contrôle et de coercition toujours plus puissants à la faveur d'une succession de crises. Les gilets jaunes en 2018-2019, les manifestations contre la réforme des retraites en 2020 puis en 2023, et parce que rappel, en 2020 c'était la retraite à points, ça a été arrêté uniquement parce qu'il y a eu le Covid, les mobilisations contre les méga-bassines dans les Deux-Sèvres en 2023-2024, le mouvement de solidarité avec Gaza à partir d'octobre 2023, etc. Depuis 2017, etc. Bon, encore une fois, faut souligner que le chemin avait déjà été pavé sous Hollande, parce que là on parle de séparatisme, mais les conneries d'échange de nationalité, la loi permis de tuer, l'état d'urgence renouvelé ad vitam aeternam, et ensuite mis dans le droit commun par Macron. Rappel, hein, Macron, ça a été la généralisation de l'état d'urgence dans le droit commun. Voilà, donc c'était déjà des choses qui ont été préparées par le Parti socialiste. Le combat des mots pour décrédibiliser les associations, selon la FIDH et les gouvernements successifs depuis 2017, se sont attachés à délégitimer certaines organisations ou événements émanant de la société civile. Ce sont par exemple les manifestations contre les méga-bassines de Sainte-Soline, qualifiées d'éco-terrorisme par Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur. Oui, c'était le moment où il était en mode les droits de l'homme, etc. Enfin, il est aussi mis en accusation directement à la Ligue des droits de l'homme, en mode c'est quoi leur financement? On se demande que peut-être qu'il faudrait regarder dans tout cela, peut-être qu'ils sont financés par des trucs anti-France. Enfin bref, Darmanin, il avait déjà attaqué nommément la Ligue des droits de l'homme dans des auditions à l'Assemblée nationale. Enfin, c'est une folie quoi. Et je pense que c'était à Sainte-Soline, c'est terrifiant, mais de fou. C'était vraiment une scène de guerre, le bordel. Le rapport s'attarde sur la situation de la LDH, qui signe l'enquête et se retrouve donc en espèce jugée partie. Est-ce que c'est basé de faire observateur pour la LDH de fou? C'est basé de fou en vrai. La plus ancienne association de défense des droits humains en France a été menacée. Ah mais voilà, a été menacée par le même Gérald Darmanin en avril 2023 d'être privé de ses subventions publiques après avoir critiqué les violences policières en général et le maintien de l'ordre à Sainte-Soline en particulier. Elisabeth Borne, alors à Matignon, a accusé la même LDH d'ambiguïté face à l'islam radical. En avril, la LDH a été également accusée par l'actuel ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau de faire le jeu des narcotrafiquants et des voyous pour avoir effectué un recours au tribunal administratif contre l'usage excessif de drones. Oui, si tu es contre les drones, tu es pour la drogue, visiblement. Ça commence par DR, donc... drone, drogue, Le rapport souligne encore, entre autres exemples, les pressions exercées sur les associations de défense des droits des exilés, accusées d'interférer avec la politique de l'État dans les centres de rétention. Bah oui, parce qu'en fait, le problème, c'est que tu as des gens qui militent contre ce que fait l'État, et on aimerait bien que ce soit interdit de militer contre les trucs que fait l'État, parce que ça, c'est pas la démocratie, ça. Bah oui, toujours les migrants, mais vous voyez, hein, franchement, Sainte-Soline, écoterrorisme, les migrants, les narcotrafiquants, parce que juste tu veux protéger les droits humains. En fait, c'est ça, c'est que la guerre larvée qui est menée depuis le début, depuis le premier quinquennat Macron, et avec la brutalisation progressive, déjà lui précédent avec la loi travail, et ensuite avec les gilets jaunes, etc. La guerre larvée qui est menée, c'est contre l'état de droit et pour en fait l'état d'exception. Parce que pourquoi Gérald Darmanin, pourquoi Bruno Retailleau s'attaque à la Ligue des droits de l'homme, c'est parce que la Ligue des droits de l'homme est en mode les droits humains s'appliquent à tout le monde, y compris les gens qui sont accusés d'être des terroristes, y compris les gens qui sont accusés d'être des narcotrafiquants. Genre voilà, les droits humains c'est pour tout le monde, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de droit d'exception pour les étrangers, c'est tout le monde est sous le même droit, etc. Et en fait, le simple fait de rappeler ça, c'est en opposition directe avec déjà avec le projet capitaliste déjà de base, et avec le projet ethno-nationaliste, raciste, etc. de Darmanin et de Retailleau et du reste de la droite, qui bandent
sur le fait de mettre en place une justice à deux vitesses, un droit à deux vitesses, et finalement de faire des exilés, des étrangers, des Noirs, des Arabes, des musulmans, tout ça, des citoyens de seconde zone, envers qui le droit pourrait ne pas s'appliquer de la même façon. Genre le droit à la défense, le droit à la tranquillité, le droit au respect de la vie privée, enfin tous ces trucs-là en fait qui sont des trucs assez basiques dans l'interaction avec l'État, et que depuis le début de Macron, mais déjà un petit peu avant sous Hollande, mais Macron a largement intensifié ça, tendent à être de plus en plus niés et à être de moins en moins universels, quoi. Le rapport souligne encore, entre autres exemples, les pressions exercées sur les associations de défense des droits des exilés, accusées d'interférer avec la politique de l'État dans les centres de rétention. Et ça, tu vois, c'est genre les associations de défense des droits des exilés sont accusés d'interférer avec la politique de l'État. Mais si les gens qui défendent les droits des exilés interfèrent avec la politique de l'État, ça veut dire que l'État interfère avec les droits des exilés. Mais du coup, la guerre contre les associations des droits des exilés n'est qu'une façon en fait supplémentaire pour l'État de désigner aussi toute association, tout groupe politique qui critique la politique raciste de l'État, d'être considérés comme des ennemis de l'État en fait. Le propre de la politique, c'est de délimiter le champ de la politique. Donc c'est de décider ce qui est de l'ordre du politique, c'est-à-dire ce qui peut se discuter, et ce qui est hors du champ de la politique, c'est-à-dire ce qui va de soi, ou alors ce que tu n'as pas le droit de discuter. Et là en l'occurrence, le but c'est de dépolitiser au maximum, de retirer de force du champ de la discussion politique la question des exilés. Et le faire par la force, par l'intimidation. Et donc en fait, ça veut dire que si tu critiques la politique de l'État sur les exilés, tu critiques l'État. Car ce n'est pas politique, c'est existentiel. Les espaces de dialogue avec les décideurs publics se réduisent, regrette le rapport, qui évoque une crise de confiance entre les autorités et les contre-pouvoirs démocratiques. Un arsenal législatif de plus en plus répressif. Dès 2017, la sortie de l'état d'urgence mis en place après les attentats de 2015 s'est faite au prix de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Donc c'est ce que je vous disais, c'est qu'il y a eu l'état d'urgence. Macron, il arrive au pouvoir, il a dit on va mettre des dispositions de l'état d'urgence dans le droit commun. C'est vraiment la première grosse alerte, quoi. Qui s'est traduite par l'intégration de mesures relevant de l'état d'urgence dans le droit ordinaire. Donc l'état d'urgence dans le droit ordinaire. Donc non, c'est censé être dans l'urgence, donc bah, c'est bien pratique. C'est le cas des visites domiciliaires et des assignations à des périmètres restreints, au départ réservés à la lutte antiterroriste, mais dont il a été fait un large usage au moment des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et dont il avait déjà été fait usage au moment de l'état d'urgence contre la COP21. Voilà, déjà la base de l'état d'urgence, c'était utiliser le prétexte des attentats terroristes pour justifier l'assignation à résidence de militants écolos pour pas trop que la France se prenne la honte au niveau international, quoi. Faudrait pas trop voir qu'il y a de la politique en France. Encore une fois, dépolitiser, à l'époque de la COP21, dépolitiser la question de l'écologie et en faire quelque chose qui passe pour consensuel, en effaçant toute contestation, toute revendication plus radicale, etc. au moment de la COP21. Donc voilà, merci François Hollande. Blablabla. Donc autre loi controversée, celle du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, plus communément appelée loi séparatisme. Initialement destinée à combattre le séparatisme islamiste, elle permet essentiellement de dissoudre plus facilement des associations et groupements de fait et de mieux contrôler les associations en les contraignant à citer un contrat d'engagement républicain. En fait déjà, initialement destinée à combattre le séparatisme islamiste, c'est quoi le séparatisme islamiste? Et est-ce que c'est le rôle de l'État de combattre... c'est quoi? Déjà, donnez-nous une définition de ça, parce que déjà, en fait, combattre le séparatisme islamiste, déjà, ça, c'est un problème, en fait, de base, parce que vos définitions et vos catégories sont fausses et occultent la réalité. C'est qu'en fait, le séparatisme islamiste, c'est juste les musulmans qui vivent leur culte et leur culture librement en France, dans le pays des droits de l'homme. Et il y avait le fameux contrat d'engagement républicain, etc., qui, en réalité, était... Je me rappelle, à ce moment-là, Aurore Berger, elle avait menacé les associations féministes d'utiliser le contrat d'engagement républicain contre elle, en mode « Oh là là, oui, elles sont... Si les associations féministes sont coupables d'alliance avec l'islamisme, oui, le contrat d'engagement républicain, gna gna gna, attention les féministes, ah, ah, ah. » Mais bon, en réalité, le contrat d'engagement républicain, c'est surtout quelque chose qui est fait pour être dissuasif sur la création de nouvelles associations. Et à la fois qui permet de donner un levier pour que de nouvelles associations, nouveaux groupements ne puissent pas se faire, etc., etc. Notamment aussi en partie des associations culturelles. Les dissolutions peuvent désormais viser des groupes provoquant des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens. La mention des biens revient à un abaissement considérable du seuil de dissolution. Voilà, donc c'est en gros, t'as pas besoin d'être un groupe terroriste, c'est-à-dire qui menace de buter des gens, mais il suffit de
vouloir casser des abribus. Donc encore une fois, cette mise à équivalence des biens et des personnes, qui revient à admettre que tu traites les personnes comme des objets, quoi. Je veux dire, au moins c'est honnête à ce niveau-là. Ou alors que tu considères des objets comme ayant plus de valeur que des vies humaines aussi. Les deux valent et les deux sont vrais en même temps. La mention des biens revient à un abaissement considérable du seuil de dissolution. Le contrat d'engagement républicain, pour sa part, est un recueil de principes généraux et vagues. Respecter les principes de liberté de conscience, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne, ainsi que les symboles de la République. S'engager à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République. Ça, c'est pour vous les musulmans. S'abstenir de toute action contraire à la loi ou portant atteinte à l'ordre public. Que doit signer toute association désirant toucher des subventions publiques. Le contrat d'engagement républicain participe d'une rupture de confiance entre les acteurs associatifs et crée un effet dissuasif. Estime le rapport. Donc voilà ce que je vous expliquais. Je suis trop intelligent. Hein. C'est la preuve que j'ai bien suivi la politique française ces dernières années. Il donne aussi au préfet un moyen de pression sur les collectivités locales élues. C'est en mode attention, les mairies, on va faire pression. Si vous voulez donner une subvention à cette association, on a juste qu'à dire ils sont un peu musulmans quand même. Donc c'est aussi, voilà, ça renforce le pouvoir discrétionnaire des préfets, qui sont donc pas élus, envers les mairies, qui sont élus. Mais ça, c'est encore une fois le truc qu'on a vu récemment avec les préfets qui se permettent de faire des descentes et d'aller intimider des équipes municipales, comme à Malakoff par exemple, parce qu'ils ont mis le drapeau palestinien sur leur fronton et inventé de toutes pièces un devoir de neutralité d'acteurs politiques élus. T'es élu politiquement, mais tu dois être neutre. Voilà, c'est encore une fois le recul de ce périmètre-là de la politique. Le contrat d'engagement républicain a été invoqué pour couper les vivres d'associations écologistes ou culturelles au motif qu'elles encouragent la désobéissance civile, voire font simplement la promotion de l'écriture inclusive dans le cas du planning familial des Alpes-Maritimes. Ça va très loin. Le pire, c'est que les gens qui disent ça, c'est eux qui se victimisent. Un harcèlement administratif, judiciaire et financier. Corollaire de cet arsenal renforcé, la multiplication des actions de répression et d'entrave visant le monde associatif. Depuis 2017, plus d'une quarantaine d'associations et de groupements ont fait l'objet de décrets de dissolution, dont 27. C'est quand même une folie, le nombre de dissolutions, quoi. 27 signés par le seul Gérald Darmanin, entre juillet 2020 et septembre 2024. Le rapport de la FIDH revient sur la dissolution du collectif contre l'islamophobie en France, le CCIF, que Gérald Darmanin avait qualifié d'ennemi de la République déjà à l'époque. Un des motifs invoqués et validé par le Conseil d'État, avoir tenu des propos sans nuance. Vous n'avez pas assez nuancé, du coup on vous dissout. Voilà, on n'avait plus le droit d'exister en France parce que vous avez manqué un peu de nuance quand même. Présentant la France comme un pays hostile aux musulmans, du coup vous prouvez un petit peu ce que vous essayez de démentir, mais ok si vous voulez. Revient, selon les auteurs du rapport, à retourner la loi relative à la lutte contre le racisme contre une association luttant contre les discriminations envers les musulmans. D'autres dissolutions visant des mouvements écologistes, défense collective et les soulèvements de la terre ont été annulées par le Conseil d'État. Par ailleurs, le recours croissant aux arrêtés préfectoraux d'interdiction de manifester s'inscrit dans une dynamique particulièrement préoccupante de restriction des libertés publiques et donc d'extension aussi du pouvoir discrétionnaire des préfets. Encore une fois, c'est les préfets qui peuvent décider, hop, voilà, pas de manif. Allez, rentrez chez vous les gauchistes. Ces arrêtés, répétés parfois de manière systématique dans le cadre des manifestations pro-palestiniennes de l'automne 2023, sont souvent pris à la dernière minute et sans publicité, empêchant leur contestation devant la justice. Autres entraves fréquemment utilisées contre la liberté de manifester, les gardes à vue massives, dénuées de suite judiciaire mais pouvant donner lieu à des fichages. Coucou mes fichiers du chat. Le délit d'outrage, que le flou de la définition et l'absence de garantie procédurale rendent difficile à contester, ça c'est outrage. T'as été méchant envers un flic. C'est qui a la preuve? C'est le flic. C'est le flic qui le dit, donc outrage. Allez hop. Donc le délit d'outrage, que le flou de la définition et l'absence de garantie procédurale rendent difficile à contester, ou encore le délit attrape-tout de participation à un groupement en vue de la préparation de violences. C'est un délit de t'es dans un groupement et vous allez être violent. T'es en mode pour l'instant j'ai pas encore été violent, donc c'est un peu comme on appelle ça, c'est un peu Minority Report. C'est le délit Minority Report. Parce que ça se trouve, tu vas dans un groupement qui veut faire des actions violentes, mais au final tu finis par, je sais pas, avoir un éclair de lucidité et tu dis en fait c'est mal la violence et ça se trouve t'allais pas être violent. Donc comment les flics ils savent ce que tu vas faire avant que tu... Donc utilisé pour effectuer des interpellations massives, un dévoiement manifeste du sens initial de la loi. Et puis encore, on a vu encore une fois récemment avec Retailleau et son schéma des violences urbaines où en fait, au travers du fait de qualifier toute situation de manifestation potentiellement de violence urbaine, ça donne un pouvoir encore plus discrétionnaire à la police, etc. etc. Et donc cette qualification-là de violence urbaine finit par remplacer tout ce qui tenait pour droit en fait au niveau de la manifestation, quoi. Ça m'est arrivé, je rentrais chez moi, ils m'ont pris pour quelqu'un qui participait aux manifs. Ouais, par exemple.
Le rapport estime aussi que le délit d'apologie du terrorisme a été utilisé pour intimider la mouvance pro-palestinienne et souligner la répression quasi systématique des mobilisations étudiantes depuis le 7 octobre. Le recensement des violences policières et des dérives du maintien de l'ordre occupe aussi une place importante dans le rapport de la FIDH. L'usage de la force semble souvent perçu comme la seule réponse aux manifestations comportant un risque de désordre, est-il affirmé. Donc tu crées du désordre pour résoudre le risque de désordre. Donc le désordre, il est à l'état de risque, c'est-à-dire il n'est pas encore arrivé, mais tu vas quand même créer du désordre pour empêcher le désordre. Ouais. Les armes sublétales. Donc les armes sublétales, c'est les armes qui sont pas létales, mais tu crèves quand même. Ou alors t'es quand même sacrément... C'est les armes mutilantes. Ça peut te mutiler, ça va peut-être pas te tuer, sauf si vraiment le mec il a bien visé. Mais au moins ça t'arrache la main, l'œil, etc. Donc voilà, les fameuses lanceurs de balles de défense, les LBD, les grenades de désencerclement ou assourdissants. Donc voilà, les fameuses grenades de désencerclement où ils les balancent comme ça te pète à la gueule et après bah, tu te retrouves avec l'arcade sourcilière pétée, la tête en sang et les flics qui sont on fait quoi non, laisse pas rentrer le médic, là, putain, merde, ça va faire de la paperasse, vas-y, on laisse. Voilà quoi. Grenades de désencerclement ou assourdissants, gaz lacrymogènes tendent à s'imposer comme des instruments de gestion ordinaire des manifestations. Encore une fois, mais c'est comme la logique de mettre l'état d'urgence dans le droit commun, c'est que les trucs étaient normalement censés être de l'ordre de l'extraordinaire, en mode si vraiment t'es en galère, vas-y, petit LBD, petite grenade de désencerclement, etc. Et là, c'est la base. Tu sais pas quoi faire, t'es en manif, lance une petite grenade, tu vas voir, c'est marrant. Donc, ça s'imposer comme des instruments de gestion ordinaire des manifestations. Elles alimentent la crainte d'aller manifester et participent à une dynamique d'autocensure, regrettent les auteurs du rapport. C'est plutôt bien qu'il y ait un rapport comme ça parce que déjà ça fait un article dans Le Monde. Ça permet de... C'est bien de lire dans Le Monde que la dissolution des CCIF c'est quand même une dinguerie. Parce que genre, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas lu... Je crois même qu'on n'a jamais lu ça dans un journal de premier plan qui donne autant de tribunes à des islamophobes habituellement. Donc c'est plutôt positif. Et voilà, c'est cool aussi d'avoir un point un petit peu sur ce rapport-là. Et ce genre de rapport, ça permet toujours de garder la chronologie et de garder le truc de... Bah ça a commencé à être la merde globalement à partir du moment où Macron il devient président. Macron devient président, c'est finito. L'état de droit, stop. C'est comme la vidéosurveillance algorithmique, soi-disant ça devait être testé pendant les JO et après retiré, finalement c'est toujours d'actualité. Et en plus la société... Il me semble qu'ils vendent ce genre de truc, c'est une société israélienne. Exactement. Mais tous les bails. Israël a énormément investi dans l'intelligence artificielle militaire. En vrai, je suis d'accord que ça a commencé avant. Mais c'est bien aussi d'avoir un rapport qui dit Macron la dinguerie quand même. En vrai, l'état d'urgence pendant la COP21, c'était déjà une dinguerie. Hollande, c'était déjà une dinguerie. Mais la dinguerie supplémentaire, ça a été vraiment le truc de le mettre définitivement dans le droit commun et de venir... C'est-à-dire que Hollande, tu peux dire à la limite, c'est de l'exercice du pouvoir. Mais Macron, c'est vraiment de la modification du droit. Même si, encore une fois, sous Hollande, il y a eu des modifications du droit. La loi permis de tuer, c'était Bernard Cazeneuve, Bernard fucking Cazeneuve, sous Hollande, qui a, encore une fois, étendu le domaine de la légitime défense. Et donc, c'est pour ça qu'on la surnomme la loi permis de tuer. C'est ce qui a justifié l'assassinat de Naël, des trucs comme ça, etc. Oui, il a le renseignement de Valls, qui était aussi une dinguerie. Donc, il y a eu des évolutions du droit sous Hollande, mais... Macron, ce qu'il a vraiment fait, c'est d'entériner la loi d'exception. D'entériner vraiment le fait de dire « Ah non, mais c'est les musulmans qu'on vise. Ah non, non, mais c'est oui, on fait ça contre les musulmans, spécifiquement. Ah, l'état d'urgence, le truc extraordinaire. Non, mais maintenant, ça va être tout le temps, en fait. Parce que Hollande, vous croyez que, oh là là, il déclenche l'état d'urgence. C'est quoi. Non, mais en fait, vous inquiétez pas, vous n'allez pas être inquiet de ça parce que maintenant, on va le mettre dans la loi. Il y a violence policière, il y a eu un exemple récent à Lausanne. En Suisse, de mémoire, il me semble que c'est rare que les flics gazent et utilisent des canons à eau. Ils ont fait ça pour une manif pro-pal et ça a escaladé. Les flics sont partis, puis la manif a continué tranquillou, plus aucune violence, faites le lien. Bah oui. Mais franchement, toutes les manifs parisiennes. Et en plus, moi, je trouve que, franchement, si tu as envie de décrédibiliser un mouvement social, tu laisses la manif se faire, il se passe rien. Les gens rentrent chez eux et on passe à la suite. En fait, je trouve que vraiment, les limites, en réprimant autant les manifestations, le pouvoir donne tellement de grain à moudre à sa critique. Après, ça suffit parce qu'en fait, la répression policière a pour objet les médias, pas les individus, pas la politisation des gens. Tu peux avoir toute une génération qui est turbo-politisée parce qu'elle n'a connu que les violences policières en manif. Qu'est-ce que tu vas faire, en fait, à partir du moment où tous les médias, ils bouffent dans la main des propagandistes pro-flics, quoi. Mais t'as quand même un truc où, genre, on pourrait ignorer les manifs en juste les laissant faire, sans flics, mais juste en mode, oh là là, ouais, c'est la manif à papa, la CGT, de toute façon, les grévistes, ils sont chiants, ils parlent pour rien, tu sais. Mais en fait, ils ont vraiment choisi de décrédibiliser le mouvement social spécifiquement en lui tapant dessus, quoi.
Comme quand Extinction Rebellion avait bloqué les rues à Paris il y a quelques années et qu'ils n'étaient pas intervenus. Oui, typiquement, il n'y avait rien de mieux pour ridiculiser Extinction Rebellion que les laisser prendre la place du Châtelet et les filmer en train de faire du djembé. Parce qu'en plus, Dieu sait que Extinction Rebellion en France, c'était un peu du pipi de chat, quoi. Par rapport à ailleurs, j'entends. Et sinon, une meuf au lycée 2015-2016 qui avait raconté que sa cousine était traumatisée par une perquisition random. Hollande Val s'en faisait faire plein. À l'époque, j'avais pas cru et j'ai honte de moi. Mais c'est normal, hein. À l'époque, 2015-2016, on était encore matrixé par les attentats. Et t'avais un peu le truc de mais non, mais c'est vraiment les méchants, quoi. En tout cas, bon, très bon article. Je suis assez content de lire ça dans Le Monde. Mais voilà, tout ça pour dire que oui, c'est la preuve supplémentaire que c'est des fascistes, quoi. Que c'est pas juste des capitalistes qui sont un peu autoritaires. Non, non, c'est vraiment des fascistes, quoi. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.